Bonjour, ça va? Coach presents The Feel of Fall. Shop leather styles to love at coachoutlet.com. Bonjour, partagez. Non, merci. Partagez le live massivement. J'espère que vous allez bien. Désolé, hein. Ici, là, il fait extrêmement froid. On est vraiment dans des températures très, très polaires. J'espère que vous allez bien. Écoutez, partagez le live massivement. Vous savez que les gens de Liki, là, nous fatiguent énormément. Donc, pas signaler tout le temps les pages des gens, là. C'est pas intéressant. Alors, pourquoi je fais ce live? J'aimerais d'abord dire bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'ose espérer que vous avez pu me suivre sur TikTok la dernière fois. Déjà, j'ai vu qu'il y a des pages de relais qui ont partagé ma dernière sortie médiatique. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient la question de savoir, oh, mais Facebook, on fait comment? Vous savez, dans la vie est un choix. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Si vous faites le choix de ne pas aller sur TikTok, ça veut dire que c'est votre décision, ok? Et bien entendu, chacun de nous est libre, ok? Et en particulier, on a le droit de faire ce qu'il veut de sa propre vie. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il faudrait que vous puissiez comprendre que la vie est faite ainsi de part et d'autre. De la même manière dont vous avez fait le choix, et je vous le concède, de ne pas aller sur un autre réseau social, c'est de la même manière dont, humblement, j'estime avoir fait le choix de pouvoir m'expandre dans un nouveau réseau social. Pourquoi? Par rapport déjà à l'objectif, donc à mon but que je cherche à atteindre, les enjeux. D'abord, le but et les résultats. D'accord? Donc, je ne veux plus être très récurrente sur le méta. Pourquoi? Par rapport à ma propre expérience. J'estime avoir eu des frustrations par rapport au cadre, donc l'encadrement de ce réseau social, comment les choses sont gérées et tout. Et je me suis dit, bon, il y a des nouveaux paradigmes et le monde progresse. Pourquoi pas tenter ma chance ailleurs? Pourquoi? Parce que j'ai un objectif bien précis et défini. Donc, si je ne fais plus de live sur Facebook en particulier, c'est mon choix. D'accord? Et je compte même aller ouvrir une page après 10 ans, passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui effectivement me permettra de m'expandre dans d'autres objectifs de communication. Alors, je ne sais pas si vous lisez le titre, vous le voyez, je pense que je l'ai écrit, c'est clair, c'est distinct. Laissez-moi voir ici si je peux l'apercevoir. Le titre de ce petit live s'intitule « Le sens de la responsabilité ». Pourquoi je l'ai intitulé dessus? Je l'ai intitulé comme ça parce que je me rends compte que, en fait, et je m'inclus, hein, nous sommes tellement irresponsables dans nos choix, nous sommes tellement irresponsables dans les actes que nous posons, que nous devenons irresponsables face aux conséquences. Je suis quand même assez agréablement surprise de me rendre compte que depuis hier, les gens ou la majorité des personnes, amis à moi, ou que je peux apercevoir par l'entremise des réseaux sociaux, et également des personnes que je suis ou que je ne suis pas, mais que j'aperçois sur les réseaux sociaux, ont des débats portés sur la situation de la hack, sans tenir compte que ce n'est que la suite logique des choix que ces personnes-là ont eu à faire au cours de ces 2 dernières années précédentes. Les gens sont surpris. Tout le monde est étonné, mais personne n'est responsable de rien.
Mais je me pose la question de savoir si, après plus de 60 ans, passés avec le même système, où les mêmes contemporains ont joué les mêmes rôles, où d'autres ont succédé, hérité de certaines responsabilités, si le jeu est le même, comment on peut s'étonner aujourd'hui du résultat en fait? Et je me rends compte que et la population et la classe dirigeante, en fait, on patauge tous dans la même mare. Personne n'est responsable de rien. On joue à l'étonner, ça surprend les gens. Oh, mais comment l'État peut prendre la responsabilité de couper les réseaux sociaux? L'État a pris la responsabilité de ne pas tenir à ses engagements. Les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas tenu à une seule promesse qu'ils ont faite par l'entremise de leur charte de la transition. Mais je me pose la question de savoir pourquoi nous sommes surpris que les choses aillent dans ce sens. Quand ces personnes-là, ces militaires-là ont quitté leur caserne pour dire qu'ils déposaient Ali Bongo de côté parce que voici ce qu'ils reprochaient à Ali Bongo. Bon, en 3 ans, nous pouvons quand même plus ou moins faire un certain bilan. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais que les gens m'expliquent en quoi, parce que j'ai vu même l'autre monstre politique là, qui fait aujourd'hui le tour des plateaux de communication, vouloir expliquer que entre ce qui était fait avant l'arrivée des militaires à la tête du pays et aujourd'hui après l'arrivée des militaires, que c'est largement mieux. Mais j'ai juste fait remarquer le fait que 2 facteurs essentiels à l'épanouissement de la vie d'un citoyen sont devenus d'une denrée beaucoup plus rare qu'auparavant. Parce que nous sommes responsables de ce que nous disons, nous sommes même responsables de ce que nous écrivons. Mais vous savez de quoi nous ne sommes pas responsables? De l'interprétation que vous nous attribuez dans chacun des mots que nous utilisons pour pouvoir ou vouloir illustrer nos propos et nos pensées. Qui a dit que parce qu'on fait référence au manque d'eau, qui a expliqué que parce que nous faisons référence à la situation du manque d'électricité, que on estimait que ce qui se passait avant était mieux? C'est où vous êtes allé chercher ça? Vous faites l'interprétation de ces propos parce que encore vous voulez trouver une excuse d'échouer. Vous savez, ça me fait penser à lorsque nous étions sur les bancs de l'école et que nos parents nous mettaient face aux résultats que nous avions accumulés après les examens. Et vous saviez quelle était notre posture? On justifiait le fait d'avoir échoué en insinuant que non, mais il n'y a même pas beaucoup d'admis. En fait, on voulait expliquer à nos parents que nous sommes échoués. C'est logique que nous puissions échouer parce que nous sommes majoritairement des échoués. Il y a peu d'admis. Donc, en fait, en l'occurrence, on voulait accuser le corps enseignant de ne pas bien nous enseigner. C'est pourquoi est-ce que nous produisons de mauvais résultats. Et je pense que lorsque j'ai pris la parole le samedi passé, j'ai fait référence justement à une situation qui est d'origine peut-être spirituelle, la nature adamique. Lorsque Adam a péché et que son créateur l'a appelé pour le mettre face à ses responsabilités, puisque ce monsieur avait créé un environnement face à Adam, et même pour Adam, il lui a tout simplement expliqué des règles et il a placé des limites, des bornes autour du jardin d'Éden. Il dit, tu as droit à tout, sauf à la liberté de goûter aux fruits de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller goûter et quand son maître se rendra compte qu'il y a goûté, il appelle, il dit, non, mais tu sais, ah maître, ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'a fait pécher. La nature adamique. C'est la faute de tout le monde sauf de soi-même. Qu'est-ce que je vous ai dit samedi? Je vous ai dit, je refuse de rester assise, à passer mon temps à larmoyer,
à me lamenter sur la situation et le sort par lequel nous passons, sans tenir compte que des futures échéances peuvent être évidentes, soit demain, soit même vendredi de la même semaine-là, soit même la semaine prochaine. Et moi, à titre préventif, je préfère aujourd'hui travailler sur les mécanismes qui pourront emmener l'existence de notre pays à appréhender les troubles ou bien le dysfonctionnement de l'ordre constitutionnel et institutionnel. Je refuse d'aller à une élection comme on l'a fait au cours de ces 60 dernières années. Qu'est-ce qu'on a produit en termes de résultats électoraux? Nous sommes allés sur la base de l'improvisation. C'est irresponsable en tant que leader politique d'emmener des gens, des populations, des électeurs à aller voter par défaut. Non! Ce ne sont pas des postures responsables en politique. À un moment donné, nous devons nous responsabiliser face aux choix que nous faisons. Et je suis venu poser la question de savoir, vous qui vous permettez aujourd'hui de venir critiquer la marge de manœuvre du CTRI, mais à quel moment vous vous êtes rendu compte finalement que le CTRI n'emmenait le Gabon nulle part? C'était quand? Et si oui, vous vous êtes rendu compte que finalement le CTRI n'augure rien de bon à l'horizon, mais prenez vos responsabilités, portez vos coronesses et affrontez la même foule que vous aviez emmenée majoritairement dans les urnes, allez voter le référendum, allez voter les 94, combien de pourcents à la dernière élection qui n'est même pas encore à 1 an de ces résultats. Vous êtes plus dangereux que ceux qui ont toujours milité ouvertement du côté de la majorité. Je vous ai toujours dit, notre problème, c'est le système de leadership que nous avons engendré dans les rangs de l'opposition. Il faut signer l'acte d'arrêt et de décès. S'ils ne sont pas responsables, pour se rendre compte que c'est une opposition de transfuge qui ne nous a produit que des crises. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous y sommes. Alors c'est à nous de les congédier. Il faut à un moment donné que la population prenne ses responsabilités. Toujours les mêmes visages. Vous ne relayez pas. L'alternance ne vous dit absolument rien. Vous êtes au même poste de fonction. Nous n'étions même pas encore nés. Vous étiez déjà président de vos associations, soit des associations à chantage, de pression que vous aviez formatées pour prendre de l'argent à ceux qui régissent et garantissent le système. Vous allez les retrouver dans toutes sortes d'associations. Oh, association de la société civile. Oh, association des partis politiques. Il n'y a jamais d'alternance là-bas. Ils sont toujours les PDG, ils sont toujours les présidents, ils sont toujours les vice-présidents, ils sont toujours les secrétaires généraux. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent tous les jours reprocher au système de ne pas promouvoir l'alternance. Mais je suis désolée, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut savoir légiférer. Monsieur Jean-Gaspard Tuntoumaï, je fais une fixation sur vous parce que vous n'êtes que, en fait, le résultat d'un leadership qui nous a emmenés nulle part. Vous êtes le résultat d'une alternative politique irresponsable qui n'a fait que créer des martyrs politiques, qui n'a fait que créer des prisonniers politiques, des sacrifiés politiques et même des exilés politiques. Vous n'avez rien à nous laisser comme héritage à part des crises sans précédent. Vous vous teniez aux côtés de M. Jean-Ping. Vous ne rendez jamais compte pour toutes les décisions et les responsabilités que vous vous empressez d'aller prendre dans chaque point historique de notre pays. Vous nous aviez promu Ping. Au moment où vous aviez pris la responsabilité de partir à ses côtés ou de ses côtés, vous êtes venu nous expliquer quelles sont les raisons, quelles sont les sources de motivation qui ont fait en sorte que vous puissiez quitter Ping? Non. Du jour au lendemain, on vous a vu aller replier bagages, repartir chauffer les bancs dans votre association politique là qui sert de
de pressing et qui sert de comment on appelle ça, d'organisation, comment on appelle ça, de crédibilité politique aux anciens PDGistes frustrés qui finissent par partir du système, pas parce qu'ils ont à cœur les problèmes des Gabonais, mais parce qu'ils ont des problèmes personnels avec leurs amis qui décident ou qui ont décidé de les sortir de leur association de copains et de coquins aujourd'hui qui commence maintenant à devenir une organisation de consanguins. La HAC n'est que le résultat des responsabilités que vous aviez prises, vous, un intellectuel de votre niveau. Vous êtes venu nous trouver dans les quartiers, face à la précarité par laquelle nous passons. Vous avez marché sur vos propres promesses politiques, vos alternatives. Vous venez nous expliquer comment est-ce qu'il était important de voter Oligui. Mais la cohérence, à un moment donné, il faut faire preuve de cohérence. J'aurais beaucoup plus de respect et j'ai énormément plus de respect pour des personnes qui assument leur choix, qui continuent de nous regarder en face et qui continuent d'assumer en nous expliquant, même si on sait qu'ils ne sont pas confortables avec ça. Mais au moins, ils sont cohérents avec leur démarche en soutenant Oligui jusqu'au bout. Nous sommes fatigués des positions virévoltantes. Nous avons besoin d'une classe politique qui assume ses choix. Parce que vous aviez porté ce monsieur à la tête de notre pays. Je ne ferai pas l'autruche pour aller me dédier ou aller chercher dans les annales comment on appelle ça, des résultats électoraux ou électoraux. Non, je m'en tiens à ce que la Cour et la commission habilitée à gérer la dernière élection en vigueur a déclaré comme résultat. Vous vous êtes félicité en disant que c'est une élection historique à notre pays. Et que vous aviez œuvré, vous avez dédié même la victoire de M. Oligui à plus de 94% à votre engagement politique. Même pas un an, vous venez écrire vulgairement un petit nom. Le nom, qu'est-ce que le nom là, nous interprétons ça comment? Et j'ai remarqué que depuis qu'on a dégagé Manab Bissambo, allez, toute son équipe politique ont repris leur verve. Et allez, ils ont repris leur état de conscience. Non, et vous n'allez pas nous barrer la route, hein, je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est notre temps. Laissez-nous aussi donner, permettez-nous aussi de nous tromper. Ça va, chérie? Permettez-nous de nous tromper. Il faut un peu balayer la sphère politique. C'est quoi ça? Mais on est dans quoi en fait? Vous voulez faire le coup à qui? Donc, bizarrement, dès qu'on vous a sorti du partage du gibier, hein, vous avez fini de lécher les os là-bas, parce que ceux qui se sont taillés la plus grosse part du lion, on les connaît. Dès qu'on a sorti Missambo, et on vous a sorti des petits privilèges qui nous... Vous avez vendu votre dignité politique pour 2 ans de magistère. Voilà à quoi vous avez résumé votre existence politique. Et aujourd'hui, permettez à cette jeune génération de leaders politiques qui font apparemment peur au système. Parce que le régime même d'Oligui a choisi son opposition. L'opposition d'Oligui a choisi et a authentifié où se trouvent ses priorités. Parce que on dit, hein, il y a un adage qui dit en communication que là où tu places ton attention, oui merci, là où tu places ton attention, c'est là-bas où se situe ton pouvoir. L'attention du régime en place est claire. Son attention n'est située que sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le régime a démontré de quoi il a le plus peur. C'est le tapage qui se passe sur ou dans les réseaux sociaux. Mais ça veut dire que même le régime a lui-même reconnu que ces véritables opposants, qui certes peut-être ne sont pas parfaits, se trouvent dans les réseaux sociaux, dans le virtuel.
Même ça encore, non, vous ne nous laissez même pas y répondre. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes directement concernés, parce que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes responsables de la situation d'échec de Oligui. Oligui ne peut pas bien gouverner parce que nous faisons les lives. Oligui ne peut pas donner l'eau et le courant à ces populations parce que nous nous tenons à la brèche par l'entremise des réseaux sociaux. Nous connaissons, nous sommes les parfaits et potentiels coupables de l'histoire. Pourquoi vous vous arrogez d'un rôle qui n'est pas le vôtre? Ils ont choisi leurs adversaires. Ils disent dans le communiqué qu'ils ont eu à eux-mêmes émettre hier que nous sommes sujets à menacer la stabilité et la cohésion sociale. Mais c'est un grand rôle, c'est une grande responsabilité qu'ils nous ont quand même attribuée. Laissez-nous le temps au moins d'en jouir. Ça encore, vous n'êtes pas content. Vous quoi dedans? Ou bien, vous faites partie des faux comptes qui venaient aussi nous accompagner. Parce que moi, je sais que vous avez passé le temps à soutenir Oligui. Vous avez passé le temps à nous promouvoir Oligui comme l'homme providentiel, l'homme du parfait changement, qu'il fallait lui donner la chance. Parce que vous, dans vos fascicules de sciences politiques, on vous avait expliqué qu'en politique, on prête le pouvoir, n'est-ce pas? C'est avec vous que j'ai vu qu'il faut permettre à quelqu'un d'essayer de venir exercer le pouvoir. Moi, je suis issu d'une société où on prépare le leadership. Je suis inféodé d'une société où on n'apprend pas à un chirurgien à pratiquer sa première chirurgie sur un patient le jour d'une opération sérieuse. Je sais qu'il y a des cadres où on enseigne la théorie et où on permet à l'enseignant de pratiquer, de mettre en exergue ses connaissances théoriques. Et vous allez voir que dans comment on appelle ça, dans les universités, il y a des laboratoires où on permet à des élèves en médecine, dans le milieu de la science neurochirurgicale, dans le milieu de l'esthétique, de pouvoir s'exercer avant de venir apprendre à s'exercer sur les patients. Je peux comprendre quelles sont les lacunes que vous accumulez. C'est normal. La situation est profonde. C'est avec vous que j'ai appris qu'on peut prêter le pouvoir. On peut apprendre à un ministre à devenir ministre en exerçant la fonction de ministre. C'est avec vous. Et vous êtes confortable avec ça. La preuve en est, c'est que même quand vous regardez vos propres agendas à vous-même, mais c'est dans cette optique que vous aviez pensé venir gouverner le Gabon. Et moi, je reconnais en toute humilité que si on ne peut pas bâtir, si on ne peut pas apprendre pendant que nous ne sommes pas au pouvoir, il est dangereux de confier le pouvoir à des gens qui n'ont aucune expertise. Parce que ces personnes-là ont 99% de chances d'échouer. Pourquoi? Ils n'ont pas d'expérience basée sur le factuel. C'est ce que vous nous avez vendu. On vous a mis à l'œuvre au jour d'aujourd'hui. Quels sont les résultats? Vous aviez réussi en moins de 5 ans de gouvernance à faire en sorte que la population regrette largement l'ancien régime. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous pouvons majoritairement prendre le pouls. La preuve en est, c'est que combien de personnes assument aujourd'hui, même encore, je me rappelle, il n'y a même pas encore 1 an et demi, il y avait des gens, il y avait des pages avec la photo d'Oligui. Beaucoup de personnes sont reparties prendre leur patronyme. Ils ont même abandonné les comptes de soutien là, parce que l'heure est en train d'être lue. Quand on vous disait que mais, les choix que vous faites là, mais on sera tous victimes des mauvais choix que vous êtes en train de faire. Vous pensiez qu'on était en train de vous faire du mal. Vous pensiez qu'on vous empêchait de jouir des privilèges et que nous étions automatiquement des ennemis de votre apogée. Mais quand on prend aujourd'hui la résolution de vouloir bannir les réseaux sociaux
Est-ce qu'on on est venu faire le distinguo pour dire que bon, on va seulement cibler les familles de ceux qui font le tapage sur Internet? Ah non, 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 non. Les sanctions sont collectives. Ah, les conséquences ne trient pas la foule, je l'ai dit. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à nos responsabilités. Parce que quand on prend la responsabilité de couper un mécanisme, un moyen de communication qui permet à une population qui est à 90% frappée par un certain seuil de pauvreté, de ne plus pouvoir avoir accès à un mécanisme de communication qui leur permette de pouvoir s'informer, même auprès de leur famille, à moindre coût. Également, ces réseaux sociaux sont également une tribune qui permet à une énorme majorité de la population qui est frappée par la situation de chômage, qui essaie tant bien que mal de joindre les deux bouts par ces mécanismes de communication-là, quand on les empêche de pouvoir jouir du fruit de leur effort, par ces mécanismes sociaux-là qui leur permettent de pouvoir vendre leurs marchandises, on fait comment? J'ai vu maintenant que les faiseurs de contenu, je vous avais dit non, que la lame qui a commencé à raser vos ancêtres est en train de venir vous raser. Vous pensez que c'est seulement ceux qui font la politique qui étaient concernés par l'histoire de la gestion de notre pays. Vous pensez qu'il fallait tout simplement aller dire oui et amen, porter le t-shirt de Ligui, dire qu'on est pour le changement. Jusqu'à même, il y a certains même petits-enfants que nous, on peut mettre au monde qui ont incité Oligui à, il paraît, venir convaincre les pays dans lesquels nous nous abritons aujourd'hui de nous extrader parce que ça allait garantir un meilleur moyen de développement des conditions de vos vies. Aujourd'hui, si on coupe maintenant les réseaux sociaux, les 200 000, les 1 million d'abonnés que vous avez là, vous allez maintenant vous épanouir où? Vous allez vous expandre où? Vous avez vu que au jour d'aujourd'hui, on est tous dans la même sauce, non? Puisque nous, on ne sait pas parler au président, puisqu'on a des éducations inachevées. J'ai bien aimé le post que Paya a fait hier, en parlant de la rage. Les rageux sont où? Claire Newman, vous n'êtes même pas d'abord à l'unanimité d'accord dans votre propre association des activistes du palais. Tantôt, les denteux de Mekambo disent non, lui, il soutient la décision. Tantôt, mon frère, le sanglier d'Onjolé, Amiens dit non, lui, il est contre cette décision. Vous n'êtes même pas d'accord d'abord, entre vous-même. Mais montez au créneau. Venez défendre maintenant vos parents, amis et connaissances qui ne sont forcément pas responsables des actes que nous posons dans les réseaux sociaux, mais qui sont obligés aujourd'hui d'en pâtir. Parce que la vérité, c'est que nous avons le momentum. La vérité, c'est que nous effrayons le régime, sans armes, à l'aide de nos smartphones, avec nos petits débits Internet. Nous mettons toute une république qui a les armes, qui a l'armée, qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a l'influence, nous les mettons en PLS. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas aujourd'hui garantir, non? La qualité de vie de la population. Parce que vous êtes là, vous dormez matin, midi et soir sur Facebook, sur Internet. À quel moment vous dirigez? À un moment donné, même nous sommes partis de la toile, on vous a laissé. Est-ce que, parce que nous sommes partis de la toile, les choses se sont améliorées? Ce n'est pas la grève des enseignants est venue nous trouver, toujours dans les mêmes réseaux sociaux, ou bien vous allez aussi nous rendre responsables de cette situation. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui faisaient, qui nous lançaient les pics là, ma petite là, Willy Grace Ngeti et tout, on dit on va couper Internet, c'est fini, bye bye, goodbye. Vous allez défendre maintenant votre champion comment? Vous qui avez les enfants comme nous, qui sont en âge maintenant d'être dans les universités, que vous avez envoyé à l'étranger, pourquoi? Parce que le système n'a pas pu produire des, comment on appelle ça, des structures académiques et éducatives pour pouvoir enseigner nos enfants. Regardez comment on paye nos frères et sœurs
qui sont dans le corps éducatif et enseignant. Ces gens-là sont debout et pourtant, ils ont la responsabilité de former les consciences. Si on n'était pas des personnes instruites, si on n'avait pas eu accès à cette éducation-là, pensez-vous aujourd'hui qu'on devait brandir savamment les diplômes, qu'on devait brandir savamment les acquis? Je vois des gens en veste avoir une telle arrogance. Elle-même, Laurence Ndon, enseignante de formation. Parce qu'elle est soi-disant doctorante en didactyle. Elle donnait cours. Elle est du corps enseignant. Elle est la dernière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle mange à sa faim. Et pourquoi j'ai déposé le dossier de Laurence? Parce que, en fait, j'ai horreur de faire des fixations sur des évidences. J'avais averti à l'opinion que tenir des beaux discours, avoir de grands diplômes ne garantit pas le niveau d'intégrité de tout un chacun. Vous aviez voulu exclure certaines personnes de l'opinion en insinuant que c'était une affaire d'intellectualisme. Bon, maintenant qui gouverne le Gabon, allons-y regarder le pédigré de ceux qui prennent les responsabilités au niveau de la RAC. Donc, vous allez dire là-bas aussi qu'ils n'ont pas de diplôme, que ce ne sont pas des personnes instruites. N'est-ce pas? Le problème du Gabon est un problème de diplôme ou bien le problème du Gabon est un problème d'intégrité et des valeurs que nous prônons. Parce que je suis en train d'expliquer à la conscience collective que si nous-mêmes, nous n'incarnons pas ce que nous voulons idéaliser et illustrer, il y a de fortes chances que les gens autour de nous ne puissent nous accorder aucune crédibilité, encore moins du respect. Le respect que les autorités attendent des citoyens, c'est un respect d'abord que eux-mêmes, ils doivent mettre en exergue. Par rapport à quoi? Par rapport au sens des responsabilités qui les engagent. Et j'ai pris l'exemple d'une grande partie de la population qui est en émoi, qui est frustrée par rapport au fait que les communautés étrangères et amies ne nous vouent pas une espèce de reconnaissance ou une sorte de respect. Mais j'ai tout simplement démontré que ce respect, ils ne nous le vaudront pas parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Nous ne sommes pas des citoyens engagés et assidus. Nous ne servons pas la République. Nous ne l'incarnons pas. Il n'y a qu'à arriver seulement à l'aéroport international Léomba. Quelle est la première chose qui accueille? Quelle est la première? Parce que vous savez, la communication se traduit dans différentes choses. D'accord? Vous savez que vous pouvez porter un message même par rapport aux vêtements que vous avez portés. Vous pouvez communiquer. Même par rapport à l'habit que vous portez. Le respect se mérite. Quand on arrive à l'aéroport international, l'un des indicateurs que nous sommes dans une sous-région du sous-développement, c'est la saleté qu'il y a autour, l'insalubrité. Vous voulez que les gens vous respectent. Je vous ai montré la différence entre une société où les notions de respect ont été établies. Vous venez en Amérique, quand vous arrivez seulement, peu importe l'aéroport dans lequel vous mettez vos pieds, vous regardez d'abord la force en infrastructure. Ça commence déjà à affecter votre mental. Automatiquement, vous êtes déjà influencé. Vous-même psychologiquement, vous vous rendez compte que nous sommes dans un état puissant. Nous sommes dans une force mondiale. Pourquoi? L'environnement, l'espace autour de nous. Regardez comment nous-mêmes on se comporte en tant que Gabonais de souche, de père et de mère. On nous prend, parce que Ali, on lui faisait le procès de ses origines. Qu'il n'est pas un Gabonais de souche, c'est pour ça qu'il ne sert pas bien la nation. Mais on nous prend, on nous met à des postes de responsabilité. Là-bas, on brille par les détournements massifs. L'argent qui est voté, accrédité dans nos cahiers de charges afin d'améliorer les ministères qui sont les nôtres. On prend l'argent là, on détourne ça. Le pays reste en lambeaux. C'est-à-dire que les routes sur lesquelles nous sommes en train de rouler aujourd'hui, ce sont des routes qui sont faites avant les indépendances même et au niveau des indépendances laissées par des Yougoslaves.
Nous-mêmes les Gabonais, hein, vous nous mettez dans un poste administratif, on détourne. Vous nous mettez dans un poste administratif, on vient à l'heure qu'on veut au travail. On part du travail à l'heure qu'on veut. Mais comment se fait-il que les gens autour de nous vont nous respecter? Je me demande. C'est comme un parent qui a l'habitude de se saouler et au point de se déshabiller devant ses enfants et qui un jour va dire, oui, voilà, viens, moi Mavouroulou, je suis ici, j'ai remarqué que vous me manquez de respect, vous claquez les portes quand je vous parle. Mais est-ce que le parent a eu le temps de lui-même se remettre en cause et de chercher les véritables raisons pour lesquelles ses enfants commencent à lui manquer de respect dans la maison? Un père qui est irresponsable, qui lorsqu'il va travailler, il est incapable de payer le loyer à temps. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité. Il ne donne pas l'argent de la popote, mais le père là attend que nous, les enfants, nous puissions le respecter. Ça a un sens. Non, s'il vous plaît, aidez-moi en commentaire. Je vous pose une question en fait. Les communautés étrangères vont nous manquer de respect beaucoup plus qu'un pays qui n'a pas le potentiel que le Gabon a en référence à leur propre environnement, leur milieu d'origine, en se disant mais comment un pays qui a une aussi grande et énorme réputation avec autant de potentiel peut autant se manquer de respect à lui-même? On parle d'un pays producteur de pétrole. Quand vous regardez la mentalité que nous incarnons aujourd'hui, est-ce que nous incarnons l'identité de nos frères du Moyen-Orient, qui sont d'origine du pays du Golfe, qui ont aussi pour puissance ou première puissance en ressources de matières premières le pétrole? Quand vous prenez un Qatari, vous prenez un Dubaïote, il y a une similitude entre nous. Et pourtant, quand vous partez historiquement dans les archives de nos pays respectifs, on dit que nous avions tous à l'unanimité voté le boom pétrolier approximativement dans les mêmes années. L'élite de cette époque a préféré mettre à profit l'argent du pétrole pour pouvoir sortir l'eau du désert. Aujourd'hui, nous parlons même d'air conditionné. Nous avons vu ce que le Qatar a produit dans l'organisation de la Coupe du Monde. Les Qataris ont... Vous savez qu'on ne les aime pas, non? Parce qu'eux-mêmes, ils ne nous aiment pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu un Qatari s'asseoir pour aller envoyer ses étudiants à Stanford? Et même quand ils envoient là, c'est parce qu'ils ont d'abord commencé leur cursus. Vous avez déjà un jour entendu que le Qatar ne paye pas les bourses de ses étudiants? Hein? Tout le monde respecte les Émiratis. Parce qu'on sait que quand ces gars-là arrivent dans des aéroports, le chiffre d'affaires va parler pour eux. Leur pouvoir d'achat incarne leur respect. Maintenant, on prend nos ministres qui vont aller balkaniser les plus grandes avenues comment on appelle ça, des centres-villes, des capitales dans lesquelles ils vont en vacances ou bien ils vont en conférence. Maintenant, quand ils vont montrer là-bas qu'ils sont puissants, mais les gens là aussi se disent, ah, mais vous avez vu comment, comment on appelle ça, le ministre du pétrole gabonais a réquisitionné tout le, comment on appelle ça, l'espace VIP du Georges V. Mais vous êtes en train de vendre une image de vous. Vous montrez que vous êtes puissant. Vous parlez avec quoi? Le pétro-CFA. Maintenant, quand ces personnes-là disent que, ok, vraiment, ils ont chiffré en affaires. Ils sont venus acheter toutes les voitures de collection. Nous allons aussi, comme ça aussi, aller leur rendre visite pour voir un peu dans quel environnement ils évoluent. Ces gens-là s'attendent à voir qu'avec la réputation qu'on traîne, les buildings poussent de partout. Qui a la propriété autour de nous?
Quand ils viennent, ils se rendent compte qu'il y a les poubelles, les fous traînés sans caleçon dans les villes, le tronçon routier, il y a les nids de poules partout, les ministères sont sales, il n'y a même pas l'eau dans les WC. Mais les gens là, quand ils repartent, ils disent que wow! C'est de ça là que ma soeur José a dit que toujours sapé dans les grands coins, ils viennent en repérage. C'est eux qui n'ont rien dans leur poche, mais leur goût de luxe est exagéré. C'est vous. Vous n'avez rien appliqué de ce que vous avez appris. Le pays est sale. Le pays sent. Mais c'est vous qui êtes dans les grandes voitures. Vous êtes dans les grands avions. Il faut voir comment le Falcon là ne reste pas sur le tarmac de l'aéroport international. Et ils aiment ça. Oh, la délégation gabonaise, il faut les voir maintenant dans les grands aéroports Charles de Gaulle. Les épaules là sont carrées. Vous dormez dans la saleté. Les rats sont vos premiers voisins. Les iguanes, partout. Les nids de poules, partout. Il n'y a même pas les papiers hygiéniques dans les ministères. Vous avez tué l'enseignement au Gabon. Les hôpitaux, il n'y a même pas le coton, la compresse, il n'y a pas. Il n'y a pas les gants. Obligé de courir maintenant, allez vous soigner au point d'aller mourir dans les hôpitaux des Occidentaux. Mais vous avez échoué. Et ce respect, vous ne l'aurez jamais. Un président qui voyage, qui laisse sa population dans le noir, on est dans l'Antiquité. On a refait un tour dans le paléolithique, à l'âge de la pierre taillée et de la pierre polie. Vous partez dans comment on appelle ça, dans les locaux de France 24. Mais vous avez accès aux locaux de France 24 parce que les petits-enfants de Marianne ont estimé que chez eux, il faudrait au moins qu'il y ait le courant 24 heures sur 24. Il y ait l'eau 24 heures sur 24. Il y ait le respect dans les médias. C'est encadré. Les décrets ne traînent pas seulement rien que dans les statuts. Des règlements en vigueur de nos constitutions ou bien de nos ministères. Non, ils mettent ça en application. Si les médecins, le corps médical extérieur n'avaient pas mis du respect vis-à-vis de l'engagement qu'ils ont pris, la responsabilité qu'ils ont pris de sauver et de guérir et de soigner leurs semblables, vous serez allés vous soigner chez eux. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Et vous n'aurez le respect de personne. C'est pour ça que j'ai dit, la première chose que je vais restaurer vis-à-vis de moi-même, c'est le respect que j'ai vis-à-vis de moi. Et ce respect, je ne vais pas l'incarner en parlant, en tenant des discours. Ce respect, je vais l'incarner en appliquant des règles que j'aurais moi-même établies. Vous nous parlez, oh non, il y a les buildings. Quel building? Qui vous a dit que les buildings sont un mécanisme de développement? Combien de buildings? Vous ne savez pas que le Gabon est l'un des premiers pays à avoir eu des lignes de supermarchés avec escalador avant même 1980. Vous ne savez pas ça. Mais c'est parce que la télévision nationale a échoué. Votre réputation vous a précédé parce que vous aviez démontré que vous étiez prêt à embrasser le développement à un certain niveau. Nous sommes l'un des pays, avant 1980, à avoir eu des lignes de supermarchés dans notre capitale politique qui est Libreville, avec escalador à l'appui. Et les gens se déplaçaient pour venir voir ça. C'est de là-bas où nous partons. Mais entre la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi le pays ne s'est pas développé? Le pays ne s'est pas développé parce que les hommes et les femmes politiques ont passé le temps à faire du chantage.
à ceux qui détenaient le pouvoir. L'argent du Gabon est fini entre les conférences nationales, entre les accords. C'est là-bas, on a enrichi des opposants. C'est nous-mêmes qui avons fait le choix de n'avoir le respect de personne. Je vous ai dit, je vous ai pris un exemple d'un pays qui avait une pire réputation que nous, qui aujourd'hui est en train de se racheter des notions de principe basées sur la dignité de soi-même. Et je suis en train d'étudier le modèle de réflexion et le système d'influence nigérian. Le Nigérian a produit au cours de ces 25 à 30 dernières années une population jeune, mais qui a pour base fondamentale la dignité. Ce qui fait que tellement ils sont dignes dans leur manière de se comporter qu'ils incarnent ce respect-là. Les Américains sont conquis par l'influence du Nigeria. Je vous ai dit que les Nigérians n'ont même plus besoin de vous dire de quelle contrée ils sont ressortissants. Rien que lorsqu'ils abordent leurs artefacts au niveau de leurs vêtements, les Nigérians se distinguent aujourd'hui par leurs vêtements. Pourquoi? Ils se sont réconciliés avec leur identité. Ils ont appris à aimer qui ils sont. Ils ne se sont pas limités en disant, oh, ok, on a eu des Sami Abacha, on a eu des génocidaires, on a eu des tyrans. Ils n'ont pas regardé à ce qui s'est passé, ils ont regardé à ce qui se passe et ce qui se passera. Ils ont dit, on ne peut plus rattraper le passé, mais il est important de s'occuper du présent afin de bâtir l'avenir. Le Nigeria a basé sa réputation et son honneur sur la jeunesse. Et aujourd'hui, en termes de fierté et de mérite, quand on dit les diasporas qui honorent les communautés africaines subsahariennes, s'il y a le top 5, le Nigeria fait partie du top 5. S'il y a le top 10, le Nigeria fait partie du top 10. Et je vous dis, je vous prêche l'ascension fulgurante du Nigeria. Je vous dis, le Nigeria deviendra un continent. Parce que le Nigeria a compris que personne de l'extérieur n'allait venir les aider à s'améliorer. Le Nigeria a placé le Nigérian au centre des mécanismes d'un développement porté sur tous les aspects de sa société. D'abord sur le principe moral, et ensuite sur le principe physique. Le Nigeria aujourd'hui investit sur une élite qui a la responsabilité de comprendre quels sont les ambassadeurs de leur nation. Aujourd'hui, le Nigeria estime que ceux qui sont prioritaires à porter le drapeau de leur nation, c'est ceux qui sont des érudits. Vous allez remarquer que dans toutes les plus grandes universités de prestige du monde, les Nigérians font sensation. Hein. Je vous ai parlé, allez suivre mon live de samedi. Vous allez regarder en termes d'aérophysique, aérospatiale, sciences médicales, sciences biologiques, sciences humaines, sciences des affaires, sciences de la recherche, sciences de la créativité. Le Nigeria est dedans. L'homme le plus fort de la diaspora africaine noire aux États-Unis, c'est un Nigérian. Il a été trésorier payeur dans le magistère de Biden. C'est l'ami de Biden, c'est le voisin de Trump. La vision. La vision. La première chose que le Nigeria avait compris, c'est quoi? L'environnement. Ils se sont rendus compte qu'en nous suivant, nous, leurs frères de l'Afrique subsaharienne, là, membres de la CEDEAO et toute la bande des CCC, là, ils n'allaient aller nulle part.
La première chose que le Nigeria a fait, c'est quoi? Ils ont rendu les responsabilités sous-régionales et diplomatiques. Ils ont dit non, on va se fermer, on va se concentrer sur nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Nigeria ne peut pas produire que des fémans. Le Nigeria ne peut pas produire que des scammers. Le Nigeria ne peut pas produire que des bandits. Non, ce n'est pas l'identité. Parce que le Nigeria a eu des humiliations au point où on a commencé même à prendre des mesures pour dire Nigérians, dans tel pays, vous ne rentrez plus. C'est les conséquences qui les ont éduqués. Les conséquences ont éduqué le Nigeria. Quand ils ont commencé à se sentir marginalisés, quand ils ont commencé à se sentir humiliés, parce que on prenait maintenant, c'est-à-dire dès qu'on entend seulement que quelqu'un a volé, on dit qu'il est quoi, Nigérian? Mais imaginez, ça blesse, hein? Ça blesse ton honneur. Quand on dit, oh non, les plus grandes prostituées, c'est quoi? Des Nigérianes? Mais à un moment donné, ils se sont assis, ils ont dit que, oh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on... Est-ce que c'est la réputation on veut donner de nous? Il y a quelqu'un qui a dit non. Même s'il y a des Nigérians qui sont comme ça, mais ils ne peuvent pas être majoritaires. Ils ne peuvent pas être ceux qui représentent notre nation. Le Nigeria a fait bouger les lignes. Quand je vous dis que les Nigérians se respectent là, Beyoncé a sorti son album. Ok? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte des artistes et tout pour venir prester dans sa tournée artistique. Et Burna Boy sera contacté donc par l'équipe de Beyoncé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont informatisé tous les noms des artistes qui allaient prester. Et vous savez ce qu'ils ont fait par rapport au nom de Burna? Ils ont écrit le nom de Burna Boy à la main, au bic. Vous savez que Burna a dit qu'il ne presse pas. L'intégrité. Le gars, il est conscient de sa valeur dans le business. Il dit que, attends, je fais partie des 5 artistes nigérians à être détenteurs des Grammys Awards, la plus haute distinction du showbiz mondial. Je suis quand même devant les Wizkid. C'est vrai que le Starboy aujourd'hui est l'un des labels les plus puissants de ma génération, mais je suis un Grammys Artist Award. Winners. Je ne suis pas nominé, non, je suis winners des Grammys. L'identité. Et Burna est respecté dans le business. Aujourd'hui, les Nigérians n'ont plus besoin de se fondre parce qu'ils sont anglophones à la culture saxonne, anglo-saxonne. Les Nigérians maintenant font l'apologie de leur culture. Nous dansons en Yoruba, nous dansons en Igbo, nous dansons en leur culture, même quand on ne comprend pas, on a épousé, c'est-à-dire qu'ils ont compris les mécanismes de développement et le premier développement se base sur la vision, l'identité, la révélation que tu as de toi-même. Et ce que nous avons aujourd'hui au Gabon, nous avons engendré une population qui n'est pas consciente de ses avantages. Une population qui est totalement en léthargie, en état de veille. Je ne dis pas en état d'éveil, non, on est en état de veille. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore accepté l'identité selon laquelle nous sommes ressortissants d'un pays pétrolier. Et les ressortissants des pays pétroliers doivent se tourner vers les pays qui ont pour première richesse le pétrole. Donc ça veut dire que nos exemples doivent être les Qataris. Nos exemples doivent être les Dubaïotes, les Émiratis. Parce que nous partageons cette richesse en commun. Ça veut dire que même en matière de développement, la première expertise doit être portée sur les pays du Golfe. Et ça, on ne pourra jamais matérialiser ça si on ne pose pas les fondamentaux d'une structure, l'ordre, la discipline. Le niveau de débat est extrêmement bas. Nous sommes dans des débats politiques. En entendant, nous avons d'abord raté le plus important. C'est le débat fondamental qui est lié à quoi? À l'identité. L'identité se définit en 2 phases.
L'identité se définit par le lien du sang. L'identité se définit par le lien du sol. Et de ces deux identités naissent un héritage sociétal et culturel. Quel est notre héritage à nous? Quelle est l'identité civilisationnelle qui nous distingue de nos semblables? Nous sommes totalement en fait, nous sommes comme une mutation génétique. Nous sommes le résultat d'une mutation génétique qui a été faite en labo par une puissance extérieure qui n'a fait que coopter les talents, coopter les leaders afin de les influencer. Et lorsqu'ils sont revenus en état de variant. C'est une variation d'un point A originaire ou bien d'un point B, mais qui tire son origine d'influence dans le point A. Et tant qu'on ne s'assoit pas et qu'on ne se pose pas les questions les plus importantes, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous valons d'abord nous-mêmes? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est victime de ce que l'on appelle on souffre du complexe de l'opinion extérieure. Les Gabonais, on est en permanence esclaves de ce que les gens pensent de nous à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir comment on réagit. Dès que quelqu'un d'externe à notre communauté porte un jugement négatif, ça attire l'attention. Vous allez vous rendre compte que des gens même qui ne se mêlent pas des histoires politiques vont se lever pour dire oui, on défend la nation. Non, une nation ne se défend pas par les arguments. Une nation se défend par les actes. Parce que elle reflète d'elle-même. Et je vous ai dit, aujourd'hui comme Moktoum va s'asseoir devant le fils Saoud, on respecte le créateur, le fondateur de Dubaï. Parce qu'il a démontré que je n'ai pas besoin d'être originaire de l'Arabie Saoudite pour faire d'Abu Dhabi l'un des plus grands géants du Moyen-Orient. La vision. Il faut que les Gabonais apprennent à se balader avec des gens qui vont les emmener vers le haut. Il faut tamiser les débats. Commençons à choisir notre environnement. Commençons à choisir qui nous allons écouter. On ne peut pas faire des gens qui n'ont jamais eu dans leur cursus une volonté manifeste, c'est-à-dire qui n'ont pas acquis des victoires, des leaders pour nous emmener à la victoire. C'est des perdants. Aujourd'hui, l'Amérique est en train de pleurer l'un de ses plus grands héros historiques appartenant à la communauté afro-descendante américaine. Le révérend Jesse Jackson est honoré par toute la classe, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique, qu'elle soit éducative, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit même sociale. Chaque Américain rend hommage à un homme qui a fait bouger les lignes historiques de son pays. Les chefs d'État lui rendent honneur. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait une vision. Il est le mentor de Al Sharpton, l'un des plus grands influenceurs de la communauté afro-descendante. Quand Al Sharpton va dans la rue, tout le monde sait que les lignes vont bouger. Il y a des visages historiques à l'histoire de la communauté afro-descendante. Des leaders qui ont gagné leur combat. Leur première victoire a été de permettre à une génération d'exercer le droit de vote. Ça, c'est ce que eux, ils ont accompli. Et ils l'ont appris de qui? Ils l'ont appris de Martin Luther King, qui lui-même King a dû apprendre de ses prédécesseurs. Regardez comment l'Église est absente. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit du révérend Jesse Jackson. Un homme de foi, un homme d'église, un homme de religion qui a impacté combien de générations?
un intouchable, un immortel. C'est pour ça qu'ils disent achievement. Il a achevé sa mission de vie. Quelqu'un qui avait compris que même si Martin Luther King est mort, je dois continuer le combat parce que ça me concerne. Je suis un noir. Si je ne continue pas, on ne va pas atteindre le but de ce que voulait Martin Luther King. L'identité. Les noirs de cette génération avaient compris que ce n'est pas le combat de Martin Luther King. C'est le combat de notre génération. C'est le combat de notre communauté. Tous les noirs sont en danger dans une Amérique qui plébiscite la racisation. De l'équilibre social de sa société. Ils ont compris qu'ils sont chacun à leur rôle acteur du véritable changement. C'est pour ça qu'il faut casser les codes, casser les systèmes. Cette histoire de paternalisation où les gens sont infantilisés, c'est des éternels enfants. Il faut que quelqu'un parle pour eux. Non! Chacun de nous doit parler pour soi-même parce que le niveau de misère là se ressent à tous les coups. À chacun sa manière de recevoir ça, de gérer en fait cette pression-là et cette oppression. C'est une histoire de tous. Jesse Jackson est l'un des Noirs qui a voulu devenir président. Vous êtes allé lire le discours de Barack Obama? Allez lire le discours d'Obama. Obama dit, Jesse Jackson est son point de référence. Parce que Jesse avait engendré le rêve. Donc, il est même allé plus loin que ce que Louis Farrakhan avait établi. Mohamed Elijah avait établi. Il dit, moi, je veux devenir président. L'audace. Dans une Amérique racisée. Une Amérique qui refuse même de leur donner les droits de vote. Quand ils ont eu le droit de vote, il dit, bon, maintenant, moi-même, je vais devenir président. Les yeux de Jesse Jackson, les mains de Jesse Jackson ont vu pour la première fois de son histoire, le premier, il est 44e chef d'État, mais premier dans les 44 hommes noirs à devenir président des États-Unis. Ça, c'est le rêve des gens, des leaders qui gagnent. Moi, je ne peux pas suivre une bande de personnes qui ont passé plus de 20 ans, 25 ans dans l'opposition, à s'opposer, à être dans le camp des battus, à pleurer les élections, à chaque défaite qu'ils accumulaient. Donc, on finit, on leur arrache. Et en plus, ce n'est même pas une défaite qui est basée sur les résultats. Non, c'est-à-dire que tu as gagné dans les résultats, dans les urnes. On vient, non, le PDG. Vous savez, hein, je vous ai dit ça et ça va choquer l'opinion. Le PDG est un parti de vainqueurs. On ne pourra pas changer l'histoire. Ils sont stratèges hein, dans le PDG. Non seulement ils viennent arracher la victoire, mais ils nous écrasent. Au point où, pendant 5 à 6 ans, on pleure comme des bébés. Oui, ils ont volé l'argent pour ça. Les pleurs partout. Personne ne peut se lever pour dire que, ok, on est parti à l'élection, ils nous ont battus, préparons. Nous ne pouvons plus aller à la prochaine échéance par l'influence du défaut. Voilà, voilà. L'un des problèmes que nous rencontrons dans le programme politique de notre élite, on nous amène voter par défaut. Vous pensez que ça, c'est une attitude responsable? Ça veut dire qu'on n'a même pas compris c'est quoi d'abord le principe de la valeur de la carte d'électeur. Ça veut dire que les instructions civiques fondamentales ont raté. On n'a pas appréhendé fondamentalement c'est quoi le rôle et la responsabilité du législateur face à son choix dans les urnes. Mais j'en fais une fixation parce que je viens d'une société où les gens respectent le choix des urnes. Les gens obligent leurs élus à respecter leurs engagements. Parce qu'ils savent c'est quoi le bulletin de vote.
Ils idéalisent la responsabilité d'aller voter. Quelqu'un par quoi? Par choix et non par défaut. Et j'entends ça, hein? C'est-à-dire on n'est même pas gêné de venir devant les médias. Non, mais écoutez, le débat n'est pas là-bas. Hein? Vous savez très bien que s'il y avait le choix, on n'allait pas voter cette personne. Mais nous sommes allés voter parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis, c'est normal, on normalise ça. Personne n'est dérangé avec une telle situation. Mais c'est extrêmement grave. Quand une population, majoritairement, se sent à l'aise avec de tels propos, ça représente un danger, un facteur important. Ça veut dire que le système de leadership n'a pas pu, comment vais-je dire, n'a pas pu, je ne sais pas quel est l'adjectif que je peux employer, Dana. Ça veut dire que on n'a pas pu enseigner, ou on n'a pas pu matérialiser la vision du potentiel changement qu'on idéalisait ou qu'on était censé matérialiser. Ça veut dire que les lignes fondamentales n'ont pas été appréhendées positivement. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez quand vous avez un projet, non? Hein? Et puis, vous pensez à ce projet-là. Hein? Maintenant, quand vous le personnifiez et vous le matérialisez, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a un projet ne va pas pouvoir, surtout dans le secteur de comment on appelle ça, des concepteurs. Exemple, Anthony, ceux qui sont dans la Silicon Valley là, comment on les appelle, les Bezos, tu sais, ils ont même le salon de l'invention, des inventeurs. Voilà, merci. Je vous prends le cadre de la Silicon Valley. La Silicon Valley, je vous ai parlé de ça. C'est un écosystème qui a été mis en place où là-bas, on copte les inventeurs. Et ils ont mis des mécanismes où ils financent même des universités de renom, d'élite. Donc, ils accompagnent la jeunesse, ils accompagnent la recherche afin d'améliorer ce secteur d'activité-là. Et la plupart du temps, dans le milieu du salon de l'invention, l'inventeur, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il va repenser son invention jusqu'à ce que son invention atteigne matériellement ce qu'il a pensé moralement. Regardez un peu le concepteur. Je suis en train de vous spoiler mon prochain live, mais c'est pas grave. Je reviendrai là-dessus. La répétition est pédagogique. Je me suis rendu compte que, à une certaine époque, si la population gabonaise était née ou à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, la population gabonaise ne pouvait pas se démarquer en étant celle qui allait inventer le téléphone. Vous voyez, la personne qui est l'inventeur du téléphone s'est dit, bon, moi je suis là. On vit dans un milieu où pour se joindre, c'est difficile. D'accord? Anthony, diminue un peu, s'il te plaît. Moi, je veux quand même mettre à profit une invention qui va permettre aux gens de pouvoir se parler ou bien de pouvoir communiquer sans se déplacer. Qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne-là a regardé l'environnement. Cette personne-là a regardé les matériaux qu'il y avait à cette époque-là. Et il s'est dit, bon, je vais quand même rentrer dans mon petit laboratoire et puis je vais voir si je suis capable. Vous voyez déjà ce niveau-là, cette audace de se dire, je vais changer les choses. C'est cet état d'esprit que j'essaie d'inculquer aux Gabonais qui me suivent pour dire ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que lorsqu'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà forcément la solution. Rentrons en nous-mêmes, réfléchissons, essayons de faire les choses différemment avec d'autres personnes. La première chose que nous devons faire fondamentalement, c'est de changer complètement notre écosystème. Changeons radicalement la classe politique.
La classe politique ne va pas se changer parce que les gens viendront à nous cogner pour dire « Allô, oui, moi, je veux faire la politique, croyez en moi. » Non. Incarnons ce changement-là. Prenons nos responsabilités en se disant « Plus personne ne viendra nous sauver. Plus personne ne viendra être le médiateur entre les tenants du pouvoir et nous. Soyons acteurs et actrices de ce potentiel changement. Faisons preuve de courage. » Tout ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est le courage. Parce qu'on attend que les autres fassent tout pour nous. Et ça, c'est typique à la communauté gabonaise. Quelqu'un doit venir les sauver. Aujourd'hui, maintenant, c'est Alain-Claude Bilibinze qu'ils ont illustré comme le potentiel sauveur. C'est pour ça que vous voyez, ils commencent à le combattre. Non, pas Alain-Claude Bilibinze, pas Alain-Claude. Parce que eux-mêmes, ils ne se voient pas en potentiel challenger d'une future échéance. Ils envisagent tout. Ils sont critiques de la vie politique, ils accompagnent la vie politique, mais ils ne se voient pas en acteur politique. Et ils ne se voient pas en acteur politique. Pourquoi? Qui les a exclus? Eux-mêmes se sont exclus. Ils se sont auto-exclus parce qu'ils se sont dit, ah non, on est issu d'une société où pour faire la politique, il faut avoir un nom politique. Et c'est pas faux. Mais est-ce que toutes les personnes qui ont fini par diriger dans ce monde-là sont issues des familles politiques ou des milieux influents? Il y a des gens qui sont des anticonformistes qui disent, moi, même si je ne suis pas né dans un milieu où il y a l'argent, moi, je serai la première personne qui va emmener l'argent et qui fera en sorte que les gens autour de moi aient de l'argent. Si nous, les Gabonais, et je m'inclus, on était nés à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, avec la mentalité qu'on a, il n'y aurait jamais eu de téléphone parce qu'on n'est pas courageux. Regardez ce qu'on fait. 1, 2, 3 cours. Voir les acteurs politiques internationaux. La communauté internationale. Quelle communauté internationale? La communauté internationale d'abord a ses propres problèmes. Voilà la guerre en Ukraine qui les a dépassés ici. Quels sont les rêves que nous avons? C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir à ceux qui m'ont suivi. Récemment, je dis bon, dans le Super Bowl, il y a 4 rôles principaux. Le premier rôle principal, c'est... Non, il y a 3 rôles principaux. C'est celui donc des stars, ok, qui vont s'affronter. Donc, les équipes qui s'affrontent à l'ouverture du Super Bowl. Voilà des gens qui ont décidé, dans leur génération, de changer leur destinée. La deuxième, comment on appelle ça? Le deuxième rôle est attribué à l'artiste qui va prester pendant cette cérémonie. Lui aussi, il écrit son histoire dans le livre du temps. Et il y a le troisième rôle où vous retrouvez la majorité des Américains et des Américaines et des fans de ce sport. Vous savez où ils se trouvent? Dans les gradins. Eux aussi, ils ont décidé que dans le cours du temps, ils vont assister, ils vont accompagner, mais en étant du côté des spectateurs. Donc, je vous pose la question. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez de nous, les activistes, qui sommes devenus une force exogène de la situation politique. Parce que nous, les activistes, on est détestés de la sphère politique. Vous savez pourquoi? L'une des premières forces de l'activisme au Gabon, c'est qu'on n'est pas des partisans politiques. Les plus grandes, je peux pas dire des stars, mais les plus grands visages du cyberactivisme dans cette génération ne sont pas membres des partis politiques. Donc là déjà, la politique est un désavantage. Un moment, l'opposition nous a cooptés en pensant, parce que c'est pour ça, vous voyez, beaucoup de partis politiques nous font la cour. Non, mais elle rentre dans mon parti. Non, mais rentre. Vous voyez, non, pour nous caporaliser. Et c'est de là où, vous voyez, indirectement, puisqu'on a déjà, vous voyez, non, cette nature-là
d'insoumis, d'anticonformisme, on ne s'est pas rendu compte que ça a été notre premier, comment on appelle ça, notre premier pilier. C'est-à-dire notre première force fondamentale. C'est de n'être pas allé rentrer dans le sillage politique. Et à partir de là, vous savez ce qui se passe? Les gens ont peur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont raison d'avoir peur de nous. L'activisme est aujourd'hui le rempart du potentiel changement. Et c'est clair, le message est lancé. Fermons les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont pas cru. I swear to God. Ils ont peur de ce qu'on représente. Parce que le système a compris que ceux-là, ils deviennent un danger. Parce que même ceux qui sont avec eux n'arrivent pas à les caporaliser. Les gens qui sont avec eux n'arrivent pas à les fédérer. Et c'est pour ça aujourd'hui, le système est clair. Tout sauf ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu as des gens qui te disent, je me rappelle, une amie m'appelle quand le CTRI est arrivé. Elle me dit que, mais oui, mais le problème c'est quoi, Dana? Tu critiques tout, on ne te comprend pas. Tu vas passer ta vie à t'opposer. Manque de vision. Je dis, mais je vais passer ma vie à m'opposer si j'estime que ce n'est pas bon. Qui vous a dit que les Jesse Jackson, les Coretta Scott King, les comment ils s'appellent, les Rosa Parks se sont arrêtés juste sur la contestation basée sur le droit de vote? Non, ils ont continué. La preuve en est, c'est que ils ont même coopté le mois de février, c'est appelé le Black History Month. C'est le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Qui vous a dit qu'on doit s'arrêter? Mais l'injustice, c'est quelque chose de récurrent. On sera toujours du côté de là où l'injustice sera appliquée. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de justice là-bas, on doit dénoncer. Oh, mais tu vois, ils veulent travailler avec toi, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à te contrôler. Je dis, mais ils vont me contrôler comment? Même Isaac et Josène, qui m'ont mis au monde, n'ont plus un droit de contrôle sur moi depuis que je suis devenue une adulte. Je dis, mais c'est incroyable. Je dis, et tu es d'accord avec ça? Je dis, non. Ça, ce n'est pas... Je ne peux pas aller travailler avec le CTRI. Je ne peux pas accompagner l'agenda d'Oligui parce que je ne me reconnais pas. Je ne me suis pas battue pour ce qu'il prône et ce qu'il est en train d'incarner. Je préfère être insoumise, je préfère être à côté, mais au moins je suis en paix avec ma propre conscience. Au jour d'aujourd'hui, je ne me limite pas au fait de « tu avais raison », je ne suis pas dans ce genre de débat, ne m'y emmenez pas. La preuve, c'est que si j'ai réellement raison, ou si nous avons eu raison, c'est que c'est extrêmement grave. Parce que face à nous, c'est des gens qui exercent le pouvoir, qui ont la responsabilité de garantir la stabilité et la vie des gens dans leurs mains. Mais il est question ici de vie humaine. C'est au-delà de nos appréhensions en tant qu'individus à part entière. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont accompagné Oligui veulent l'abandonner avant les 7. Vous avez dit c'est 14 ans. Nous, on va rester dans les réseaux sociaux, on va faire les vidéos. On a déjà accepté ce statut. Mais de la manière dont vous voulez sauter la barrière, vous partez où? Non. Laurence est un produit de l'opposition des transfuges. C'est à vous de faire ce combat. Qui viendra faire les lives ou les vidéos pour parler de Laurence? Qui est surpris de ce que Laurence incarne aujourd'hui? Je n'étais pas sortie vous dire ça. Je n'étais pas venue vous dire que Ping ne sera jamais du côté de la raison. Parce qu'il a servi corps, âme et esprit un régime qui n'a fait que appauvrir et assujettir la population gabonaise. Et que même lui remettre la responsabilité
d'être candidat à la présidentielle de 2016. C'était pour voyer nos convictions politiques. Vous m'aviez mis en aparté, non? Pour dire que non, je ne suis pas là à l'école, je n'ai pas d'expertise politique, je ne comprends rien, je ne suis pas intellectuel. Maintenant, vous les instruisez. Vous aviez mis à profit vos PhD en sciences politiques. Ça a donné quoi? Même ne fût-ce qu'une seule journée, président de la République, même pas intérim, pinga goûté, le palais. C'est où? Sortez-nous maintenant les bilans. Le problème, c'est que vous aviez pensé que on allait vous faire allégeance. Le problème que vous aviez eu avec quelqu'un comme moi, c'est que vous avez remarqué que je ne vous sers pas et que je n'ai pas peur de vous. Et c'est tellement évident. Je n'ai pas peur de vous parce que je n'ai pas eu peur de l'enfant d'Omar Bongo. Ou bien vous ne reconnaissez pas mon sale visage là. J'avais dit quoi, Ali? J'avais dit à Ali que tu es vraiment sûr que tu vas nous gouverner. Tu n'es pas en train de nous confondre avec la génération de nos parents qui avaient peur de toi, ton papa. J'avais dit ça à Ali. Que tu ne gouverneras pas notre génération. Ça n'existera dans aucune annale du Gabon. Ça n'existera pas. Parce que nous, on n'a pas peur de toi. Nous, on veut un pays qui progresse. Nous, on veut avoir accès à l'éducation. Nous, on veut avoir accès à l'hôpital. Nous, on veut avoir accès à des bourses. Nous, on veut avoir accès à une bonne qualité de vie. Je le lui ai dit. Donc, selon vous, dans votre propre compréhension là-bas, je n'ai pas eu peur de l'enfant d'Omar Bongo. Hein? C'est de vous, donc, je devrais avoir peur. N'est-ce pas? Sur quelle base, en fait? Vous êtes qui? C'est la question que je vous pose, en fait. Vous qui, en fait? Vous ne faites peur à personne. Vous n'êtes qu'une bande de lâches et de perdants, en fait, qui nous avez perdu 30 ans de nos vies. Où vous aviez, comment on appelle ça, commercialisé votre lutte politique. Vous n'êtes qu'une bande de déchus, une bande de battus. Qu'un petit porteur de valise est venu ridiculiser ici pendant 2 ans. On vous a vu ici. Vous mettre à califourchon pour des petits postes de fonction. Vous pouvez parler à qui? Quelle est la dignité que vous avez incarnée au point où moi, la fille de Josiane et Elisa, je vais venir dans les réseaux sociaux pour venir. Vous ne méritez aucun respect. Vous deviez fermer vos bouches parce que vous avez lamentablement échoué. Là où nous, on va réussir. Parce qu'on a compris que rien de bon ne sortira de vous. Il est temps de prendre votre retraite politique. Monsieur Jean-Gaspard Ayi, Toum, vous êtes maintenant à un certain âge. Passez le relais, donnez à Barack Obama maintenant le leadership de l'Union nationale du pétard mouillé. On est fatigué de vous lire sur Internet. Prenez votre retraite. Vous avez porté les valises de Feu Casimir Oyemba, de André Bobam. Vous ne nous avez vendu que des crises. Vous n'êtes bon à rien. La preuve en est, c'est que la Camerounaise est devenue ministre devant vous avec un faux acte de naissance, des fausses origines, un faux parcours, fausse identité. Elle a 3 patronymes en elle-même. Elle est née Laurence Mbango, dans le Wouri, à la maternité de Ndieng, est devenue Mengomenzogue, par on ne sait pas. Et aujourd'hui, madame, non, ministre devant toi, tu es un échoué. Tu ne dis rien. Et vous n'êtes qu'un parti de vantards. Où vous ne savez que pomper l'air, brasser l'air aux gens. Mais vraiment, qu'Internet soit coupé, on ne veut pas au moins vous lire. Que Dieu me pardonne. Vous n'avez rien à nous raconter. D'accord? Il est temps de faire vos valises politiques. Parce que maintenant, nous, on a un nouveau leadership qu'on impose sur Internet. C'est la génération de Giovanni Boulingi. C'est eux les nouveaux dirigeants de l'opinion nationale. Voici maintenant la jeunesse, ceux qui nous, on veut investir. Libérez les lignes politiques. Poussez là-bas. Allez rejoindre Oligui là-bas. Terminez votre mandat. On vous offre même les 14 ans là, mais nous, on se prépare. Libérez les lignes politiques, hein. Ah, parce que nous, c'est pas Oligui, on va commencer par vous. Je vous donne déjà le métronome. On fait le ménage dans
nos propres rangs. On ne va nulle part avec vous, en fait. On n'ira nulle part avec vous. La première chose qu'on a compris de positif dans le magistère d'Oligui, c'est qu'il nous a aidés à découvrir et en mettre en exergue qui vous êtes profondément face à l'argent. On sait de quoi vous êtes capable face à l'argent et aux petits postes politiques. On sait à quel point vous êtes capable de vendre vos ambitions ou bien vos convictions politiques. Vous pensez que nous, on a envie de finir comme ce que vous avez fait de M. Bengonsi, où vous étiez en train de mentir à Bengonsi que oui, M. Luc, vous êtes vraiment un opposant et à chaque présidentielle, vous alliez vous mettre dans les rangs, aller recruter les anciens PDGistes du système. Oui, Vous pensez que nous, on a la tête, nous, on ressemble à Exodo Mena, où vous avez clochardisé l'intégrité en politique. Tous les hommes intègres en politique sont morts pauvres, sont morts esselés, ou sont en train de mourir esselés. À quel moment vous êtes allé prendre l'homme providentiel qui était Bongonsi pour dire, bon, on est fatigué, les PDG sont des menteurs, c'est des voleurs de toutes les façons, ils ne savent faire que... Le procès que vous avez fait à Alain-Claude Bilibinzela, mais vous aviez eu largement le temps de produire à une élection présidentielle M. Luc Bongonsi ou Exodo Mela comme potentiel challenger face à Omar Bongo ou face à l'enfant de Bongo qui était Ali Bongo. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller chercher Bongonsi et pour faire de Bongonsi ce que vous aviez fait de Jean Ping ou d'André Bobam? Dites-moi. Là aussi, c'est la faute du PDG. Déconnecte-toi, tu es chez moi. Attends. Ok, c'est bon. Qui vous a empêché de faire ça? De se dire que bon, on est fatigué, le PDG fait la même chose tous les jours. Bon, on va tous se mettre derrière Pierre Mambundu. Vous avez tué vos leaders politiques. Vous avez tué les héros de votre génération. Et on a bien appris à vos côtés qu'avec vous, on n'ira nulle part. Vous, la seule conviction que vous avez en commun, c'est l'argent amassé dans le trésor public. Vous ne respectez que ceux qui ont exercé les fonctions administratives du plus haut niveau de l'administration gabonaise. On connaît vos sources de motivation. Et même à cela, ça a montré ses limites. Amon n'a jamais exercé le pouvoir souverain, exécutif. Ping Ping n'a même pas traversé sa piscine. Il vous faisait venir là-bas, non? Azanga, Azanga, le peuple est là. Pingo, le peuple est là. Oh, oh, oh. Allez faire des danses. On dit on était à la fête foraine. Qu'est-ce que vous nous avez produit? Déclaration Yérendon. Oui, soyez mobilisés. Quand ils demandaient qu'on soit mobilisés, où étaient leurs enfants et leurs femmes? Les enfants de Ping étaient où? C'était qui devait se mobiliser? Qui devait prendre la tête des contestations? Pendant que, à la moindre escarmouche, comme dit Chilombo, vous couriez, vous sautez les portails des ambassades ou bien du PNUD. En fait, vous prenez pour qui, en fait, vous? Qui vous a dit que vous avez droit à la parole dans ce pays? Vous vous êtes planqué au PNUD pendant 6 mois. Au lieu des orphelins de parents vivants. Vous aviez habité dans votre propre pays, on vous envoyait en exil dans votre pays. Vous avez fait l'exil politique dans une institution domiciliée à Libreville. Vous, l'Union nationale d'André Bobam. Obligé maintenant de venir faire la guerre dans les réseaux sociaux. Au moins ça, je vous le concède. Moi, je pense que votre seule victoire n'a été que virtuelle parce que la guerre des réseaux sociaux, moi, je suis honnête. Je vous yuruku, mais je reconnais aussi votre dynamisme sur le plan des réseaux sociaux. C'est le seul État. Ça, au moins, je vous reconnais que vous avez créé un État virtuel. Et puisque nous sommes dans l'ère des coups d'État, sachez que nous allons faire un coup d'État. Nous allons vous renverser du blog et de l'opinion virtuelle. Vous n'avez plus droit à la parole dans les réseaux sociaux. Je vous parle ici en tant qu'autorité de référence de l'État virtuel de la République gabonaise.
Je déclare à compter de ce jour que vous n'êtes plus habilités, vous êtes des imposteurs et vous serez mis aux arrêts. Parce que nous allons organiser les assises de l'activisme au Gabon. Et nous allons exercer ça sur vous. Au lieu que nous allons sur Oligui, parce que nous, on a nos cibles. Maintenant, si vous vous mettez face à nous, ça ne va pas faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, quand vous achetez les armes nucléaires, il faut les tester, non? On risque de faire de vous des terrains de test. On va vous anéantir, en fait. Politiquement parlant, en fait. Vous n'avez pas droit à la parole. Vous êtes une bande de perdants. Tu viens dire non. Tu as fini d'aller enterrer Bruno est là, de la CDG. Hein? Mais regardez-moi, une bande de perdants, de bras cassés comme ça, qui ont fini de sucer le sang de Moulbeka, de finir de sucer le sang des innocents, que vous aviez traversé, enjambé pour aller à votre monologue exclusif, où vous êtes allé vous partager les perdièmes, sachant que vous n'alliez pas tenir compte de la commission réparation, justice et je ne sais plus quoi là. Vous aviez eu tout le temps. Pourquoi vous n'aviez pas en parlé au dialogue national? Hein? Qui vous a empêché de le faire? Donc vous allez me dire que Oligui s'est baladé de maison en maison, il est venu avec le fusil sous vos tempes. Vous êtes toujours victime de tout. Vous n'êtes responsable de rien en fait. C'est ce que j'étais venu vous dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter par là. Votre bête que vous êtes allé vous-même là, allez vous-même, comment on appelle ça, confectionner dans vos labos de transfuge politique là. Je vous dis que sortez, hein. Sortez, venez vous-même lui parler, hein. N'écrivez pas les trucs bêtes. Le temps des conférences de presse est arrivé. Portez vos coronesses. Montrez-nous que vous êtes des hommes qui bandent en fait. Il n'y aura aucun enfant des Gabonais qui va vous suivre. De toutes les façons, vous aviez déjà kounabélisé tout le pays. Il n'y a que maintenant la 10e province du Gabon qui est restée indépendante et c'est la diaspora. Vous n'avez pas vu qu'en diaspora ici, on n'est pas beaucoup, mais les UDBistes rasent les murs. Vous avez vu les gars de la diaspora venir nous poigner quand ils nous voient dans les carrefours. Le respect s'incarne, ça s'impose. Moi, je connais, je mange avec les UDBistes ici. Ils ne sont pas le charisme de ça. En diaspora, ici, on a le momentum. Votre kounabélisme, là, s'arrête là-bas à l'aéroport international Léon-Bas. Vous n'avez aucun monopole. Et la diaspora reste une force potentielle du changement. On va venir vous gouverner comme Maïs est venu vous gouverner. Maïs est devenu ton patron. Toi, Jean Gaspard Tontomaï, tu n'as pas un you know the shame about that. Shameless. Jusqu'à tu devenais maintenant comment on appelle ça? Un chargé de communication. De Maïs Moussi, un enfant que tu peux mettre au monde. Toi, tu es de la génération de ma mère, tu es un gars du night. Si tu t'es baladé avec les tontons Smokey, les tontons Macarthur, tu as l'âge d'être mon père. Parce que ma mère aussi est de 67. C'est votre génération. C'est vous qui êtes aujourd'hui aux affaires. Maïs est de 86 comme moi. Donc, il ne faut vraiment pas nous fatiguer. Hein. Votre bête féroce là, votre totem là que vous êtes allé soulever, je ne sais pas où vous êtes allé prendre ça. Il faut sortir haut. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. À bon attendeur, salut. Cette semaine, je vais me reposer. Comme je vous ai dit, je vais préparer ma future sortie qui peut-être, s'il plaît à Dieu, se fera la semaine prochaine. Il y aura 3 points, excusez-moi, sur lesquels je vais me prononcer. Comme je vous ai dit, il faut préparer une génération maintenant à encadrer
l'équilibre de la gestion de notre pays, préparer la véritable restauration sur tous les plans. Et ça se fera maintenant. Si on peut aussi essayer de trouver des solutions par rapport au VPN, et je vais finir par là, le problème que j'ai avec les VPN qui sont gratuits, c'est que ça expose les gens à des prédateurs numériques. Parce que lorsque, exemple, des gens comme nous, on a nos informations d'identité par rapport aux applications bancaires et tout, ou des fois vous remplissez des fiches du gouvernement par les ordinateurs, comment on appelle ça, comment on appelle ça, par rapport à des exigences. Exemple, parfois moi, il y a des choses que le gouvernement m'envoie où il faille que j'aille sur Internet pour aller remplir mes informations parce que maintenant, ils ne le font plus en présentiel. Donc, le danger de rentrer dans les VPN gratuits, c'est qu'il y a des hackers. Donc, la plupart du temps, ces gens-là sont là, ils peuvent prendre vos coordonnées bancaires et puis du jour au lendemain, ils passent dans votre compte en banque, ils vous volent, quoi, par rapport à vos identités. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, on va essayer d'aller chez Rekula. Je pense que le gars, c'est un ingénieur IT, donc il pourra mieux vous renseigner. Moi, je sais que j'ai essayé d'utiliser un VPN. C'était pas mal, but j'ai pas eu une bonne expérience avec ça. Bon, parce qu'il faut aussi voir que quand on a shut down TikTok, là, aux États-Unis, c'était quand même une décision de justice. Donc, ils avaient quand même essayé de verrouiller. On n'avait plus accès à TikTok. Donc, c'est pour ça que j'avais pris un VPN et tout. Mais je n'ai pas eu une bonne expérience. Mais c'est garanti quand vous payez. Moi, j'ai pris un VPN payant. Donc, bonne journée. Et on se dit à bientôt. Ciao.